Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, donc notre rendez-vous sur un sujet intéressant, passionnant. Sionisme et juifs arabes. Alors j'attends qu'il y ait un peu de monde, enfin pour le moment il n'y a personne. Alors, voilà. Ah, Jean-Michel Pierre Martin, salut. Ça commence. Mohamed Adnan Selhani, salam. Sébastien Laine, bonsoir. Sylvain Romano, bonsoir. On arrive doucement. Oui. Khadija, mes hommages. Zico, bonsoir. Abdo Ouazani, ah vous êtes à Oujda, je savais pas. Laurent Meyer, bonsoir. Chantal de Sage, profitez-en, je prends les premiers. Vincent, salut Reda. Mohamed Sadok Charak Pacha, quel nom. Bonsoir cher ami. Slim Bous, alors attendez, Bousbad. Youssef Meziani. Mes salutations depuis Rabat. J'étais à Rabat il n'y a pas longtemps. Très, très chouette ville. Gaëtan Bouchard. Bonsoir. Zin Bensrir. Bonsoir. Mohamed Faouzi. Bonsoir. Bon, et alors, les salutations vont prendre fin. Bien, pourquoi je vous ai proposé ce sujet? Donc, je l'ai intitulé « Sionisme et juifs arabes ». En fait, c'est la proposition d'un ami, enfin de quelqu'un que je connais sur Facebook, et qui m'avait proposé le sujet différemment, mais je l'ai arrangé un peu pour l'actualiser. Ah, alors Al-Husseima, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, je suis désolé, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo quand même sur le problème du riche. Bon, bonsoir de Constantine Nordine, ça me fait plaisir. Alors, le sionisme et juifs arabes, c'est une question très actuelle, qui revient à l'actualité. Pourquoi? Bon, peut-être vous ne le savez pas très bien, mais le régime sioniste, depuis une quinzaine d'années, est en train de récupérer ce problème des juifs arabes pour sa propre propagande. Je vais vous donner un exemple, une illustration. Vous savez que, pour ceux qui ont lu Le Printemps des Saïanim, dans le premier chapitre, je raconte la tenue dans une loge judéo-sioniste. Et il y a quelqu'un qui fait une planche, c'est-à-dire une conférence. Et cette conférence, elle porte sur quoi? Elle porte sur quelqu'un qui avait écrit un livre et qui fait en sorte de comparer, de faire un parallèle entre les Palestiniens chassés de Palestine, il n'y a pas d'autre mot, ils ont été chassés manu militari. Salut Abir, bonsoir Fatima, et les soi-disant départs des juifs arabes qui auraient été chassés de la même manière. Donc, le printemps des Saïanim date de 2010. Et moi, j'étais au courant de cette histoire déjà depuis quelques années. Et j'avais envie d'en parler, c'est-à-dire de l'illustrer en
en la publiant dans le printemps des Sahénimes. Donc c'est quelque chose qui date depuis longtemps, enfin depuis au moins une quinzaine d'années. Et grâce à la propagande sioniste, c'est une affaire qui est en train de prendre de l'ampleur. Et je vais vous l'expliquer. Vous connaissez peut-être Georges Bensoussan. Georges Bensoussan est un historien, je mets les guillemets à historien, même s'il a un diplôme, même s'il a un doctorat en histoire, et il est prof à l'université, mais c'est un homme à peu près de 65 ans. Il est originaire du Maroc, comme moi, c'est un juif, comme moi, mais il est depuis des années, il se bat pour le sionisme, pour Israël et pour le sionisme. Il préside d'ailleurs le truc sur la Shoah, enfin bon, des trucs comme ça. Et lui, c'est un des porte-parole, justement, de cette nouvelle tendance de dire que les Juifs des pays arabes, et en particulier ceux du Maroc, ont terriblement souffert. Un peu comme les réfugiés palestiniens. Et vous savez que le CCIF, donc le Centre contre l'islamophobie en France, le collectif contre l'islamophobie en France, l'a poursuivi en justice il y a quelques semaines, parce que ce monsieur Bensoussan avait déclaré que quelque chose, une phrase à peu près comme ça, c'est-à-dire que les Arabes, enfin les Maghrébins ou les Arabes, étaient l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme dans le sein de leur mère étant bébé. Évidemment, Bensoussan a eu l'intelligence ou le cynisme de citer je n'ose pas dire un penseur algérien, ou arabe, enfin je crois que c'était algérien, évidemment un traître du genre, vous connaissez un peu ce genre de traître, donc il a dit, moi je ne fais que me réfugier derrière ce que disent les Arabes, ils savent ce qu'ils veulent dire. Et donc en fait, tout est préparé aujourd'hui pour faire en sorte accréditer l'idée que finalement, bon, ok, les sionistes ont chassé 800 000 Palestiniens, et bien les Arabes ont chassé 800 000 Juifs, donc on les quitte. Et pas seulement ça, c'est que pendant que le problème palestinien est en train de s'oublier quasiment, qui parle aujourd'hui des réfugiés palestiniens? Je veux dire, même s'il y a un accord de Bantoustan entre l'autorité palestinienne, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais l'antisémitisme culturel est bien une réalité au Maroc. J'espère, reposez-moi la question, j'espère pouvoir répondre, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais j'aimerais pouvoir y répondre. Mais là, je n'ai pas envie de m'écarter de mon exposé. Donc en fait, pendant qu'on fait oublier le problème des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire de toutes les façons, même s'il y a un accord de Bantoustan entre Israël et l'autorité palestinienne, jamais un réfugié ne sera autorisé à entrer. Pour ça, c'est exclu. Et donc, on le sait, Israël a posé ses conditions, ça fait partie des multiples conditions, etc. Par contre, le problème des Juifs arabes prétendument chassés des pays arabes, il prend de plus en plus d'ampleur. Et là, je vais vous dire, je vais vous révéler quelque chose, peut-être ça vous a échappé. Le 30 novembre a été déclaré il y a 2 ans, seulement 2 ans, le 30 novembre a été déclaré par le lobby sioniste mondial, journée internationale des réfugiés juifs des pays arabes. Donc je recommence, le 30 novembre, journée internationale des réfugiés juifs des pays arabes. Et je peux vous garantir une chose,
c'est-à-dire connaissant le cynisme et la capacité des sionistes à faire le boulot, je vous fais le pari que dans 5 à 10 ans, l'ONU en fera une date universelle. Le Parlement européen en fera une date universelle. Bien. Et non seulement ça, mais c'est que Benjamin Netanyahou a réclamé des milliards de dollars de compensation pour les juifs arabes chassés des pays arabes. Bon, au point où on en est, je pense que l'Arabie Saoudite pourra mettre 5 milliards dans le pot, le Maroc 1 milliard, bon, puis on paiera 10 milliards peut-être aux sionistes parce que les réfugiés ont souffert. Enfin, soi-disant. Alors, je peux vous dire une chose. Moi, je viens du Maroc. J'ai fait partie d'un mouvement sioniste. J'ai vu comment le Mossad a fait partir les Juifs. Pour moi, c'est une arnaque monumentale, contrairement à ce que prétend Georges Bensoussan. Les Juifs sont partis très difficilement. Le Mossad a utilisé toutes sortes de moyens pour la faire partir. Je reviendrai là-dessus. Et ils ont tout pris. Voilà. Moi, mes parents sont partis, ils ont vendu la maison, mon père a vendu le magasin, même les meubles. L'agence juive emportait les meubles. Donc, c'est pas du tout comme les Palestiniens qui ont été chassés. Cette introduction ayant été faite, je reviens au sionisme. Le sionisme est juif arabe. Justement pour montrer une opposition quasi insurmontable. Le sionisme est une idéologie de type nationaliste qui a été lancée dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est très important ce que je dis là. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens qui oui, il y a eu plusieurs, je réponds à Zmagri, il y a eu plusieurs tentatives de manipulation pour faire partir les Juifs marocains. Ça, c'était de faux attentats, etc. Bon. Si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? Il y a des auteurs, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez probablement, qui essayent de faire remonter le sionisme, autant des kabbalistes, certains même autant du Talmud, d'autres veulent le faire remonter à l'Ancien Testament. Bon, pourquoi pas? Sauf que ce n'est pas du tout le même sionisme. C'est-à-dire, on peut trouver dans les textes bibliques, kabbalistiques, talmudiques, l'idée d'un retour à Sion. Mais ce retour à Sion est tout simplement, philosophique, intellectuel, matériel peut-être, mais sous l'égide d'un Messie. Ça n'a rien à voir avec un nationalisme athée, un nationalisme de combat, un nationalisme qui a les caractéristiques d'un État national propre à la moitié du 19e siècle. Pour ceux qui voudraient avoir une idée un peu plus précise, je les invite à lire le livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, ou bien de regarder ses vidéos. Et en fait, il y avait des penseurs juifs, des historiens juifs athées, qui n'avaient absolument aucune idée de Messie, de Talmud, de Kabbale, etc., qui ont réécrit l'histoire du judaïsme. Encore une fois, là, pendant qu'on parle ici, on est en Europe. Et alors, le monde arabe, à l'époque, est complètement à part. Il est complètement oublié, personne ne s'y intéresse, etc. Et les Juifs qui y habitent, à 95%, vivent comme au Moyen-Âge.
Alors là, pour eux, le nationalisme, sionisme, État, etc., tout ça ne veut rien dire. Donc je parle dans une Europe de la seconde moitié du XIXe siècle, et cette Europe de cette époque-là, elle est travaillée par une idéologie qu'on appelle le nationalisme. C'était l'époque des nationalismes, c'est-à-dire les peuples se réveillent, les peuples s'unissent, on parle de l'unité italienne, l'unité allemande, la France agrandit son territoire, elle prend la Savoie, le Nice, etc. Donc c'est vraiment la création des grandes nations, du nationalisme. Et donc il y avait des historiens juifs, totalement encore une fois athées, qui se sont dit, mais pourquoi pas nous? C'est-à-dire, nous formons un peuple qui pourrait avoir des caractéristiques nationales et qui pourrait exercer ses privilèges nationaux quelque part, dans un territoire qui soit le leur. Et donc, ça c'est vraiment l'idéologie nationale, ce qui n'a rien à voir avec des élucubrations kabbalistiques, talmudiques, etc. Vous savez, par exemple, mes parents, oui, ils disaient l'année prochaine à Jérusalem. Bon, mais c'était des, comment dire, c'était des, comme des psalmodies, enfin, qui ne signifiaient rien du tout. D'ailleurs, quand les sionistes sont arrivés à leur dire, partez en Israël, ils disent non, 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 merci, on n'a pas vraiment envie, on est très bien là où on est. Et donc, comment dire, cette idéologie nationale qui était uniquement théorique, c'est-à-dire, ces historiens ont réécrit l'histoire juive de manière à lui donner un caractère continu avec des caractéristiques nationales. Par exemple, ça, je me réfère à Shlomo Sand. Par exemple, que le peuple juif a formé et a été exilé en 70 après Jésus-Christ, et il a continué à former un peuple uni qui rêvait de revenir, qui était accroché à sa terre d'origine, et qui n'avait qu'une obsession, c'est de revenir. Et ça, c'est complètement faux. Shlomo Sand le démontre. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces analyses, mais je vous invite vraiment à le lire ou à l'écouter. C'est très intéressant. Shlomo Sand, par rapport à d'autres penseurs qui font des élucubrations kabbalistiques, etc., Shlomo Sand est quand même un professeur, un universitaire qui a 30 ou 40 ans de métier, qui vit en Israël, qui est très critique du système, qui a fait sa thèse en France, donc il sait de quoi il parle. Voilà, quand il parle du nationalisme sioniste. Donc, avec cette idéologie, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir une idéologie nationale, de renaissance nationale. Mais si on n'a pas les moyens de ses ambitions, si on n'a pas les moyens de mener à bout cette volonté, ça ne sert à rien. Je veux dire, les kabbalistiques, par exemple, les kabbalistes, ils pensaient peut-être à une renaissance d'un État juif, mais une renaissance juive talmudique. Mais, vous savez, il y a eu quelqu'un qui se prenait pour un messie, Shabtai Tzvi. Bon, il est allé voir le sultan de Turquie, c'était au XVIe siècle, et il était suivi par des dizaines de milliers de partisans. Donc, il disait, voilà, c'est un peu, je voudrais une renaissance comment dire, d'une patrie, c'est même pas une patrie, une renaissance d'une nation juive sur la terre de Palestine. Mais il n'avait rien, c'est-à-dire, il n'avait que des dizaines de milliers de suiveurs. Est-ce qu'il avait une armée? Est-ce qu'il avait une administration? Rien. Alors le sultan, il l'a pris, lui a dit, si tu ne te convertis pas à l'islam, je te coupe la tête. Il s'est converti, et c'était fini. Donc en fait, comment dire, la chance
de cette idéologie nationale juive, nationaliste juive, c'est d'avoir rencontré à la même époque un certain nombre d'illuminés, de militants illuminés, quelques dizaines de milliers, qui y ont cru. Ce ne sont pas parce que ces penseurs allemands qui ont lancé l'idée nationale, je veux dire, quand ils en ont parlé, mais aucun juif allemand ne s'est dit, enfin quand je dis aucun, il y a eu peut-être 10, mais il n'y a pas eu du tout de mouvement de masse. Ça a laissé les juifs allemands totalement indifférents. Ça a laissé les juifs français totalement indifférents. Ça a laissé les juifs austro-hongrois totalement indifférents. Donc c'était comment dire, une idéologie purement formelle, une espèce de construction qui était belle, voilà, et qui disait pourquoi pas, on a une histoire qu'on peut qualifier de nationale et qu'il faudrait, merci Bakouche ici, et qu'il faudrait mettre en pratique. Mais voilà, il n'y avait pas, si vous voulez, il faut une armée pour ça. C'est-à-dire, il faut que l'intendance, vous savez, on dit une armée, il faut que l'intendance suive. C'est quoi l'intendance? Les munitions, les militaires, la logistique, etc. Mais le nationalisme juif, toutes ces élucubrations qu'il y a eu pendant 2000 ans, sans intendance matérielle, culturelle, militaire, économique, financière, c'était du vent. Or, il se trouve qu'à la même époque, et c'est c'est cette jonction-là qui est intéressante, elle est essentielle. En Occident, c'est-à-dire à l'Ouest, d'accord, je dis à l'Ouest, le nationalisme sioniste n'a rencontré aucun écho. D'accord, je répète, le nationalisme sioniste n'a rencontré aucun écho. Bon, encore une fois, vous pourrez trouver une dizaine, une vingtaine. Où est-ce qu'il va trouver un écho? En Russie, tsariste, et en Pologne. Pourquoi ces deux pays? Surtout en Russie. Parce que en Russie, la situation des Juifs était catastrophique. Il y avait des pogroms, etc. En Pologne aussi, la pauvreté. Et ces Juifs, ces millions de Juifs qui vivaient là, ils en avaient marre de cette situation. Et il y avait deux possibilités qui leur étaient offertes. Trois possibilités leur étaient offertes pour régler le problème de la pauvreté, de l'antisémitisme. Une, l'émigration. Alors, pour vous donner une idée, de 1880 à 1924, pourquoi 1924? Parce que c'est l'année où l'Amérique a fermé ses frontières. C'est-à-dire, elle disait, avant on arrivait. Voilà, on arrivait à New York, si on n'était pas malade, on rentrait. Voilà. À partir de 1924, c'était réglementé. Il y a eu 2 millions de juifs russes et polonais qui sont allés aux États-Unis. Je répète, il y a eu 2 millions de juifs russes et polonais qui sont allés aux États-Unis. Bien. Et les juifs français, ils ne sont pas allés parce qu'ils n'avaient pas besoin. Ils étaient bien, ils vivaient bien, les juifs allemands, les juifs austro-hongrois, etc. Bien. À la même époque, c'est juste pour vous donner une idée, à la même époque, c'est-à-dire 1880-1924, il y a eu peut-être à peu près 30 000 juifs qui sont allés, 30 000, 40 000, qui sont allés en Palestine. Donc vous voyez le rapport, c'est-à-dire 2 millions d'un côté, qui partent aux États-Unis, dans des conditions terribles. Enfin, c'était vraiment, je vous invite à regarder les images en arrivant à New York. Enfin, on dirait le Bangladesh quand ils sont arrivés. Il y avait des vendeurs sur des charrettes, etc. Enfin bon. Et donc, ils voyageaient dans des conditions terribles sur les bateaux. Bon. Et donc, ils préféraient aller aux États-Unis, tenter leur chance,
plutôt que d'aller, enfin, ça ne leur disait rien du tout. Maintenant, vous avez les Juifs en Russie et en Pologne. Il y avait deux partis. C'est pour ça que je vous ai dit, il y avait trois pistes. Il y avait une majorité de Juifs parmi les intellectuels. Bon, je ne parle pas des commerçants, etc., disons parmi les intellectuels. Vous savez que les Juifs en Russie et en Pologne, comment dire, ils étaient parmi les partisans du Parti communiste. Enfin, il y avait beaucoup de Juifs dans le Parti communiste, le Parti socialiste, etc. Toutes les forces révolutionnaires, il y avait beaucoup de Juifs. Syndicales aussi. Donc, ces Juifs, la majorité d'entre eux, la grande majorité d'entre eux avaient dit, nous, la solution pour nous, pour les Juifs, l'antisémitisme, la pauvreté, etc., c'est de faire la révolution ici. Voilà. Et en faisant la révolution, on atteindra l'égalité, à la prospérité, etc. Mais il y avait une minorité, donc je dis à peu près 30 000, 40 000, qui s'est dit non, il faut faire une révolution nationale, communiste, progressiste, mais en Palestine. Et ce sont ces quelques dizaines de milliers que moi j'appellerais quasiment l'armée rouge sioniste, parce qu'ils avaient la même envie, la même foi, comment dire, le même cynisme, la même volonté de faire, d'aller dans une terre hostile, parce que ceux qui croient que Rothschild a déversé des milliards, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui ont travaillé enfin, je sais pas, des 10, 12 heures, 15 heures, 20 heures par jour, et c'est leur volonté qui a permis, là je fais pas de politique, je parle, voilà, il y a quelques dizaines de milliers qui n'avaient aucune notion de l'agriculture, de la terre, de l'armement, etc., qui, par la foi, ont été gagnés par cet idéal national, alors, par ce nationalisme. Alors, ne vous trompez pas sur ce que je dis, évidemment, mais pour eux, c'était la réalisation du nationalisme sioniste. C'est cette minorité-là, voilà, donc, qui va essayer, qui va tenter de réaliser le nationalisme sioniste, la création d'une nation sioniste. Donc encore une fois, s'il n'y avait pas eu cette petite armée qu'on peut compter sur quelques dizaines de milliers, il n'y aurait pas eu d'Israël, il n'y aurait pas eu d'État national. C'est parce qu'il y a eu cette intendance c'est pas le fric, c'est parce qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de pionniers, comme ils se faisaient appeler, de gens enfin moi j'ai étudié cette période-là, c'était des jeunes avec une volonté de faire, qui voulaient vraiment faire aboutir leur nationalisme, leur idée nationale. Et ils sont arrivés. Et pas, encore une fois, ils avaient très peu de moyens, mais leur volonté, leur désir d'y arriver, leur cynisme, leur machiavélisme, tout ça leur ont permis d'y arriver. Maintenant, je saute aux Juifs arabes. Et c'est ça qui est, enfin, c'est pour ça que je fais le lien. Voilà, ils ont réussi à créer une société. Et même dans cette société, il y avait 600 000 Juifs, enfin habitants en Palestine en 1948. Seule une minorité, peut-être mettons 50 000, 100 000, étaient sionistes, c'est-à-dire des militants purs et durs, qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, à se battre. Enfin, ils l'ont fait, ils l'ont montré. Bien, maintenant, l'État est créé. Et cet État de Palestine, enfin cet État d'Israël, à part les rescapés de la Shoah, 200 000, 300 000, 400 000, enfin, ils n'avaient aucune ressource humaine. C'est-à-dire, ils savaient très bien, hein,
que ni les juifs français, ni anglais, ni américains, ils n'en avaient rien à fiche. C'est-à-dire, ils disaient, ah, Israël, c'est bien, mais là-bas, voilà, allez-y là-bas. Vous savez, il faut vraiment imaginer que les juifs de tous ces pays occidentaux, au Brésil, en Argentine, il y avait beaucoup de juifs, n'avaient aucune envie d'y aller. Mais vraiment aucune. Ils pensaient que c'était de la folie, ou bien bon, tant mieux pour eux qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais moi je suis bien, voilà. Et donc, les sionistes, ils vont se dire, ah non mais attends, on a une réserve de main-d'œuvre extraordinaire dans les pays arabes. Il faut aller les prendre, il faut aller les chercher. Et donc, alors, il y a eu, c'est différent des pays arabes. Je vais vous citer juste quelques cas. Au Yémen, qui était la société la plus, comment dire, je n'aime pas dire ce mot, mais disons la plus rétrograde, la plus arriérée, enfin, comment dire, la plus traditionnelle possible. Alors, les sionistes n'ont pas pris de gants. Encore une fois, le sionisme a réussi grâce à un cynisme et un machiavélisme absolument inhumain. Voilà. Donc, ils ont envoyé des avions et ils ont fait monter les juifs yéménites, comme ça. Allez-y, on va vous emmener en Palestine. Le Messie est arrivé, on va vous emmener. Alors, ces gens n'avaient aucune notion de l'avion, d'Israël, de la géographie, de l'histoire. C'est des gens qui vivaient vraiment comme des, je sais pas, imaginez des bergers, des agriculteurs dans des douars, etc. Et ils sont allés, ils les ont ramassés comme, enfin, du bétail, voilà. Alors, les sionistes qui venaient de Russie et de Pologne, encore une fois, faites bien attention, ils ne venaient pas de France, etc. Mais ces gens avaient, comment dire, une culture occidentale, évidemment. Ils étaient des marxistes, des communistes, pour la plupart. Donc des intellectuels, l'égalité de la femme, etc. Et ça leur posait un problème, ces juifs arabes. Parce que d'un côté, ils en avaient besoin. Parce que c'est de la main-d'œuvre. Ils vont peupler le désert, ils vont servir de chair à canon, de soldats, de lumpen prolétariat. Qui c'est qui va travailler dans les usines, etc. Mais en même temps, ils les méprisaient. Parce que ça faisait... C'était vraiment l'envers du décor. Il les rabaissait. Il disait, comment ça, c'est des juifs? Et on va vivre avec ces déchets. Ben Gurion appelait les juifs marocains les poussières d'humanité. Et il les méprisait tellement, ces juifs yéménites, que quand les femmes allaient dans les maternités, 50, 51, 52, on leur volait les enfants. Voilà le travail des sionistes, leurs frères. Ils leur volaient les enfants et ils les donnaient, ils les envoyaient dans des kibbutzim ou dans des familles ashkénazes, des familles bien. Et ils disaient aux parents, votre fils est mort, votre enfant est mort. On leur donnait un petit cercueil et puis allez hop. Mais ces gens-là étaient tellement, enfin, je sais pas moi, imaginez un paysan qui viendrait, et encore, enfin, je sais pas, en France c'est difficile, mais pour ceux qui viennent du Maghreb, imaginez au fin fond de la place, vous imaginez quelqu'un dans les années 40 et 50, au fin fond de la place, il se retrouve dans une société complètement, enfin, l'avion, les bagnoles, et une société, enfin, pour eux, totalement étrangère. Vous savez ce que m'a dit mon père un jour? Enfin, un jour. Mon père est parti en 68. Bon, je prends un peu de l'avance, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous raconter cette anecdote. Mon père vivait dans le Méla de Meknes, c'est-à-dire le quartier juif. On était à peu près 15 à 16 000, 17 000 dans le Méla de Meknes. C'était une communauté solidaire, etc. Enfin bon, qui vivait selon les traditions, etc. Et figurez-vous que les rabbins
ils nous mettaient en garde contre les sionistes. Pourquoi? Bon, écoutez, je termine avec les Yéménites et je reviens au Maroc. Parce que, bon, donc, et voilà comment on a, voilà pour les Yéménites. Après, je reviendrai au Maroc. L'Irak, on a commencé, il y avait une grande communauté. On a commencé à faire des attentats contre des synagogues, etc. Vous savez qu'en Égypte, au Caire, par exemple, on a attrapé 2 agents du Mossad posant une bombe dans un cinéma du Caire pour créer le trouble, etc. Donc, voilà, les sionistes se sont dit, on a une main-d'œuvre, enfin, on a un réservoir de population, on va aller les chercher. Donc, voilà comment ils se sont comportés. Bon, je résume. Mais maintenant, je viens au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a 400 000 juifs quand même, et ils ont envoyé des centaines d'agents du Mossad, d'agents juifs, etc., qui ont commencé à sillonner le pays, les mellas, les ghettos, etc. Et au début, je peux vous le dire, parce que je me souviens, ils avaient ces gars-là avaient ouvert une espèce d'agence d'un local dans le Mela de Meknès, le quartier juif. Et ils ouvraient le samedi, le Shabbat, ils mettaient de la musique, etc. Enfin, en 1952-53, c'était vraiment le scandale dans le Mela. Et les rabbins nous disaient, attention, n'écoutez pas ce qu'ils disent, c'est des renégats. Voilà comment ils ont été accueillis. Et c'est vrai qu'il y avait, vous savez, il faut imaginer des juifs qui vivaient dans une autre planète, dans les paysans. Et tout à coup, ils vont arriver ces gens un peu, comment dire, arrogants, athées, cyniques, etc., qui leur parlaient, enfin, d'une certaine façon, ils n'avaient pas l'habitude. Ils les forçaient, par exemple, ils sont allés voir ma tante en 1948. C'est une histoire vraie, enfin, la sœur de mon père. Et ils lui ont dit, voilà, à l'époque, vraiment, beaucoup de juifs vivaient très pauvrement. Familles nombreuses, souvent dans une seule chambre. On partageait dans une maison, chaque famille avait une chambre. C'était une famille, c'est 5-6 enfants, mais il y avait aussi beaucoup de mortalité infantile. Et donc, oui, je reviens au récit de mon père. Et donc, ils sont allés la voir et ils lui ont dit, voilà, tu as beaucoup d'enfants, donne-nous un garçon ou 2, on va l'emmener en Israël, on va l'éduquer, il va faire des études, etc. Bon. Et la pauvre tante, elle se dit, vous savez, c'est quand je vous assure, à l'époque, c'était vraiment comment passer la journée. C'est-à-dire comment faire manger une famille la journée, puis le lendemain, et puis s'acheter un vêtement. C'était vraiment, enfin, je dirais pas la misère, mais on était vraiment très très juste. Donc ma tante leur donne un fils de 13 ans. Évidemment, ils sont malins, ils lui donnent pas de nouvelles, ils restent sans nouvelles. Et la tante, vous savez comment sont les Arabes, enfin, parce que les Juifs au Maroc sont des Arabes, avant tout, elle commence à pleurnicher, etc. Et puis, elle n'en peut plus. En arabe, on dit le kebda, c'est-à-dire, elle a vraiment la nostalgie et tout. Elle va voir les sionistes, elle dit, bon, je vais partir en Israël. Ah, et voilà, un chaînon, le travail des sionistes, c'est de casser les chaînons. Voilà, c'est-à-dire, voilà un chaînon, il est cassé. Donc la sœur de mon père s'en va. Évidemment, ils arrivent là-bas, c'est des baraques, enfin, sous les tentes, la chaleur. Et petit à petit, ils ont commencé à casser. Malgré toute cette propagande, ils n'avaient pas réussi à réellement faire bouger les Juifs du Maroc. C'est-à-dire, dans les campagnes, ils ont fait comme au Yémen. Ils sont allés les ramasser en accord avec le pouvoir français et après avec la classe des Fassis au Maroc,
qui voulaient se débarrasser. Bon, on s'est dit, et la communauté aussi se dit, bon, finalement, c'est des pauvres, c'est bien qu'ils partent, etc. Mais quand on est arrivé aux Juifs, enfin, disons qu'il y avait une situation correcte, là, ça commençait à, ça commençait à poser problème. Bon, je vous fais grâce des péripéties, parce que si des gens ont la chance de lire le livre Hassan II et les Juifs de Serge, non, c'est Ben Simon, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, Hassan II et les Juifs, c'est un livre extraordinaire sur comment le Mossad, l'agent juif, ont fait pour faire partir les Juifs. Toujours est-il que 10 ans, d'accord, ils sont arrivés en 48, et jusqu'en 59, 60, ils n'arrivaient pas encore à faire partir les Juifs. Bon, je vous fais grâce de certains détails. À un moment donné, le Mossad a fait couler un navire, une embarcation avec 42 Juifs au large de Tanger. Ils ont fait exprès. Bon, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire. Et il y a eu une campagne internationale extraordinaire. Le New York Times, Paris Match, je me souviens encore des photos de Paris Match. Et le Maroc retient ses Juifs, les Juifs prisonniers, patati patata, et Hassan II avait besoin d'Occident. Et donc il a dit, ok, je libère les Juifs, ils peuvent partir. Et il y a eu un vent de panique qui a saisi les Juifs. Et en 2 ans, il y a eu à peu près 150 000 qui sont partis. Mais mon père ne voulait pas partir, parce que pour lui, c'était un état de mécréant. Je sais pas, mon père n'était pas instruit. C'est juste, il avait la foi, et il avait ce que je pourrais appeler presque la sainteté. Oui, Agnès Ben-Simon, merci. Il avait une espèce de sainteté, et il s'est dit, non, je suis bien ici. Enfin, à Meknes, il avait son petit magasin. Voilà, il allait à la synagogue le matin avant d'ouvrir le magasin, etc. Enfin, il avait vraiment une vie agréable. Et bon, je crois que ça, soit j'en ai parlé, soit je ferai une autre émission sur les rapports entre les Juifs et les musulmans au Maroc et pourquoi les Juifs sont partis. Mais si je m'engage là-dedans, je risque de... Enfin, ça va faire trop long. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer, comment dire, l'opposition entre le sionisme et les Juifs arabes. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais l'histoire en a fait autrement, et c'est très douloureux. C'est-à-dire, quand les Juifs marocains, par exemple, arrivaient en Israël, là, il faut que je vous raconte une anecdote qui est extraordinaire. C'est pour vous montrer comment ces Juifs marocains étaient, mais complètement naïfs, complètement soumis, et comment les sionistes se foutaient de leur gueule. Mais vraiment se foutaient de leur gueule. Ils les méprisaient. Enfin, ils les insultaient. Vous savez comment on appelait les Juifs marocains en Israël? Maroko-Sakin. C'est-à-dire, on les a affublés de cette expression, ça veut dire le couteau entre les dents. Vous savez comment on appelait les communistes à une certaine époque? Les communistes, on les appelait des gens, les couteaux entre les dents. Ça veut dire des gens violents, analphabètes, qui frappent leurs femmes, enfin, des buveurs, des proxénètes, enfin, des gens sans foi ni loi. Il y a eu d'ailleurs, vous savez, il y a eu des révoltes terribles en Israël, des Juifs marocains. En 1958, il y a eu des morts, il y a eu la répression, ce qu'on appelle la révolte de Wadi Salim. Ils ont été, mais vraiment traités comme, enfin, les pires des indigènes. Et donc, finalement, les Juifs arabes, bon, quand ils sont allés, ils ont vécu, comment dire, ils ont une espèce de domination coloniale ou de soumission coloniale. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un rapport, mais vraiment, c'est-à-dire, en fait, à l'époque, Israël dans les années 60, 70, c'était l'aristocratie, même si ce n'était pas une aristocratie financière à l'époque économique, mais c'était des gens, il y a même le parler, vous savez, il y a une façon de parler hébreu qui
était l'apanage de la classe dominante, de la classe instruite, et puis les bougnoul, c'est-à-dire les juifs arabes, qui parlaient mal. C'est-à-dire, voilà, imaginez l'arabe qui parle français, et le français qui se fout de sa gueule. Donc c'était ça. Et pour vous donner une idée, c'était la révolte de Haïfa, oui, Wadi Salim, c'était Haïfa. Et pour vous donner une idée, vous savez, vous connaissez le complexe du colonisé d'Albert Memmi. C'est-à-dire que le colonisateur introduit, met dans la tête du colonisé l'idée que lui ne vaut rien. C'est-à-dire que le colonisé finit par intégrer l'idée que le colonisateur lui est supérieur et que sa culture, sa musique ne vaut rien. Et les juifs marocains ont intégré cette idée de soumission, de coloniser, que pendant 30 ans, ils n'osaient pas jouer leur musique pendant leur mariage. Ils en avaient honte. Donc je reviens à mon père. Mon père, en 68, il est parti en Israël. Pour des raisons que j'expliquerai une autre fois, parce que ça fait partie des relations entre, pour répondre à Zmagri, je répondrai une autre fois, il me reposera la question, parce que c'est tout un pan de l'histoire du Maroc, les relations entre juifs et musulmans. Donc mon père est parti. Il arrive en 68 et il ouvre un petit magasin, une épicerie. Et un an plus tard, je vais le voir, en 69. Et vous savez, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est extraordinaire. Et je vous dis, mon père n'était pas du tout quelqu'un d'instruit, il n'avait même pas de certificat d'études, il était incapable de suivre les informations, etc. Enfin, bon. Et il m'a dit, je vais le dire en arabe parce que il me dit, ça, Jacob, il m'a dit, les gens d'ici, les sionistes, c'est pas des juifs. Pour lui, c'était une révélation. C'est pas des juifs. C'était des êtres un peu, comment dire, un peu comme les colons français, comme des colons étrangers, voilà, qui n'avaient rien. Vous savez, quelqu'un, je sais plus qui c'est qui a dit, si Netanyahou est juif, moi je suis empereur du Japon, enfin, je sais pas qui c'est qui a dit. C'est quelqu'un de connu, peut-être Finkelstein, je me souviens. Et donc en fait, ces juifs arabes qui n'étaient pas du tout prédisposés à admettre le nationalisme sioniste. C'est-à-dire que les juifs des pays arabes vivaient dans une autre époque. Même à part une petite minorité qui vivait à Casablanca, ou une petite minorité qui vivait au Caire ou à Alexandrie, ou à Bagdad, et encore vraiment une minorité de juifs, qui étaient instruits, qui étaient en contact avec l'étranger, et qui auraient pu avoir une idée du nationalisme, de ce qu'est le nationalisme, de la création d'un État, de l'essence d'un État. Les 90% des juifs des pays arabes n'avaient aucune notion de ce qu'est un État. Ils subissaient le joug du maître. C'est tout. Je veux dire, ils avaient d'autres préoccupations religieuses, ethniques, communautaires, pour rêver, pour imaginer même ce qu'est un État. Et les voilà confrontés à la domination terrible d'un État sans scrupules israélien. Vous savez, mon oncle m'avait dit un jour, je vais vous dire en arabe, mon oncle était menuisier au Maroc, et il est parti en Israël, et il m'a dit, au Maroc, moi je vais dire en français, au Maroc, vous dites un arabe, l'air hamnou walidin. Je veux dire, bon, voilà, faites en sorte, enfin, je veux dire, que Dieu préserve les parents, etc. Il dit, ok, il dit, ça va, d'accord, il n'y a pas de souci, etc., on fait la paix. Mais il m'a dit cela, mais tu crèves, c'est des monstres. Donc, ces juifs arabes aux années 50, 60, 70, ils étaient confrontés à une espèce de monstre étatique. Vous savez, on dit que l'État est un monstre froid.
Mais le monstre sioniste auquel étaient confrontés ces gens venus de sociétés traditionnelles, communautaires, où il y avait la solidarité, où, enfin, on faisait pas de service militaire, on n'avait pas du tout d'esprit de conquête, etc. Ils étaient confrontés, mais un peu comme les indigènes probablement, algériens, marocains, etc., égyptiens, devant l'arrivée de, comment dire, de ces colons occidentaux, impérialistes, avec le fer, le sang, l'aviation, les armes, etc. Et il y a eu ce contact, le même contact des Juifs arabes par rapport à leur maître, par rapport à leur maître sioniste. Et malheureusement, c'est comme ça l'évolution de l'histoire, c'est que les sionistes, ils ont tablé sur les enfants, c'est-à-dire, bon, les parents, de toute façon, pour eux, ils étaient perdus, parce que, mais les enfants, ils les ont imbibés de sionisme. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, les enfants, les petits-enfants, moi, j'ai des neveux, des nièces, etc. Ils ont été pris dans la machine sioniste, c'est-à-dire étatique, conquérante, raciste, etc., etc. Et il n'y a plus aucune différence, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la moitié des Juifs marocains, ils n'ont pas été dupes. Ils sont partis au Canada, en France et en Espagne, en gros. Parce qu'ils refusaient, eux, ils avaient les moyens d'aller dans ces pays-là. C'est quoi les moyens? C'est pas tellement matériel. Il y avait aussi les moyens matériels, mais surtout les moyens intellectuels. Il y a des gens qui étaient instruits, qui avaient un métier, ou qui avaient une lucidité. Parce qu'il y avait de l'aide pour les Juifs qui allaient au Canada. Et donc, la moitié des Juifs marocains ont choisi d'aller dans ces pays-là. Beaucoup de Juifs égyptiens ont choisi d'aller en France, etc. Vous savez que les Juifs russes, vous savez, en Union soviétique, les sionistes ont fait une campagne, enfin, les jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais dans les années 70, il y a une campagne terrible menée par le système médiatique judéo-sioniste, qui s'appelait Let My People Go. Vous savez, je suis en train de lire Édouard Limonov. C'est un excellent écrivain, c'est un nationaliste russe, et il raconte aussi comment, parce qu'il avait des copains juifs, parce que à Kharkov, et parce qu'il était dans le milieu intellectuel, poétique, etc. Et donc, il a bénéficié, en guillemets, de ces départs, de ceux qui voulaient partir, parce qu'en fait, quelle était l'idée des sionistes? Parce que les sionistes, ils savent que si on ne force pas une population à venir en Israël, ils ne viennent pas. C'est ça leur drame. Enfin, c'est qu'il y a des millions qui vivent ailleurs, qui vivent aux États-Unis, en France, etc. Regardez les efforts des sionistes pour faire partir les Juifs de France. Mais c'est terrible. Il faut voir le matraquage qu'il y a chaque jour dans les radios judéo-sionistes. Il faut voir, enfin, c'est terrible. Ils offrent 1 année, 2 années à des jeunes en Israël, tout frais payé pour aller faire 1 année dans le secondaire, etc., etc. Mais ils dépensent un fric fou pour les attirer. Et le sionisme est une idéologie nationale qui n'a pas réellement pris dans la population juive, dans la diaspora. Je vous assure. Et donc, je reviens à cet exemple soviétique. Dans l'idée des sionistes, il y avait un réservoir extraordinaire de juifs, soi-disant qui était, bon, il y avait eu un peu d'antisémitisme sous Staline. Enfin, dans les années 60-70, ils vivaient normalement. Mais on a réussi à créer une espèce de vague d'envie de partir. Mais seulement ces juifs russes, soviétiques, ils voulaient partir où? Ils voulaient partir aux États-Unis. Mais il y a eu, on leur a fait un coup. Bon, je sais pas si j'ai le temps de le raconter. Enfin, en gros, voilà. Ils devaient passer par Vienne. Et à Vienne, il y avait beaucoup de Juifs qui se défilaient. Ils demandaient l'asile politique aux États-Unis. Ils voulaient pas partir en Israël. Ça ne les intéressait pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sionistes? Ils les ont fait passer par Bucarest, la Roumanie, qui était sous le règne, sous le joug de Ceausescu.
on lui a donné des millions de dollars à Ceausescu, et donc les Juifs qui débarquaient là, on les emmenait direct en Israël. Donc en fait, c'est tout un travail d'amener des Juifs qui n'étaient pas du tout, enfin, qui n'étaient pas portés sur le sionisme, même s'ils ont affaire pour Israël. On est d'accord. Mais très peu de Juifs installés ailleurs font vraiment cet effort, ont cette volonté de s'expatrier et de réaliser le nationalisme sioniste. Voilà. Et donc, finalement, cette volonté, je reviens à cette volonté phénoménale. Enfin, je veux dire, à l'époque, quand j'ai étudié le sionisme, quand j'étais dans un mouvement sioniste au Maroc, et j'ai étudié le mouvement sioniste en Palestine, etc., c'est phénoménal. Ça veut dire que c'est une aventure humaine d'une puissance et d'une ingéniosité fabuleuse. Bon, malheureusement, c'est, comme je dis parfois, le sionisme, c'est du génie, mais le génie du mal. Voilà. Et le génie du mal a fini par triompher au détriment, et ça c'est quelque chose que, en tant que juif marocain, je ne leur pardonnerai jamais, parce qu'ils ont détruit, comment dire, au Maroc, il y avait 400 000 juifs. On aurait pu être aujourd'hui 1 million, je sais pas, enfin bon, en tout cas, il y avait une culture, il y avait des communautés, il y avait une richesse, il y avait... Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les bijoutiers à Meknès, il y avait, vous savez, les juifs, les métiers étaient regroupés en quartiers. On disait le Kessaria. Il y avait le Kessaria des bijoutiers. Il y avait 40 bijoutiers. J'avais un des oncles qui était bijoutier. Les 40 étaient juifs. Et ils faisaient des bijoux sur mesure, etc. Là, tout ça a été perdu. Et les musiciens, etc. Tout ça a été perdu au profit d'une aventure coloniale, d'une aventure inhumaine. Voilà, en fait. Le sionisme était une aventure inhumaine. Et les juifs arabes ont beaucoup souffert. Et ils ont fini malheureusement par s'adapter et à devenir eux-mêmes des inhumains. Voilà, bon, ben c'est l'histoire qui veut ça, enfin, malheureusement, les tragédies de l'histoire. Donc, la prochaine fois, je vous parlerai, enfin, peut-être du rapport entre juifs et musulmans au Maroc. Je l'évoque dans certains de mes romans, si vous avez l'occasion de les lire, en particulier Les Noces du commissaire et Du danger de monter sur la terrasse. Sinon, ben, si vous avez des questions, malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire toutes vos remarques, mais je peux pas faire les deux en même temps, mais je les lirai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine, Inch'Allah.